Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce workshop. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Abdilah El Kahloun, qui est médecin urgentiste, diplômé en réanimation métabolique, qui est psychologue clinicien, diplômé en gériatrie et en médecine du travail. Donc, il va nous parler aujourd'hui du vécu du médecin généraliste face à cette pandémie Covid-19. Donc, à vous la parole, docteur. Oui, salam alaikum. Merci de m'avoir invité pour parler du vécu du médecin généraliste pendant cette pandémie. Donc, pour faire simple, il y a eu quatre vagues. On a vécu 4 vagues. Et ces 4 concepts de prise en charge du Covid par le médecin généraliste. Le premier concept, c'est une mission en partenariat public-privé que nous avons eu l'honneur de faire avec la wilaya de Tanger. Dans un hôtel. Et donc, bien sûr, nous remercions Monsieur le Wali qui a eu confiance en nous, à Madame la directrice de la santé qui nous a couverts, donc aux autorités, toutes les autorités, et aux médecins, surtout aux médecins généralistes privés qui ont eu le courage et ont beaucoup donné pour réussir ce concept. Surtout, donc spécialement, un grand merci à de nos consoeurs Hakima et Maria. Bien que l'âge ou la sagesse s'est installée depuis longtemps, elle brillait de vitalité et c'était elle qui était toujours à l'avant, toujours carapacée dans leur tenue Covid et qui faisait avec nous les gardes dans l'hôtel. Et donc pour parler, donc on parlait, c'est un peu simple, mais c'était un vécu très difficile et très différent de la médecine de ville. C'était vraiment quelque chose de très spécial. Et donc si on commence, donc l'énoncé du thème, c'était simplement la participation de la médecine libérale dans la prise en charge en hébergement médicalisé des personnes testées positives. C'était des gens qui étaient testés positifs et qu'on amenait à l'hôtel pour être pris en charge par notre structure. Donc en général, ce n'était pas des malades, ce n'étaient pas des gens qui avaient une symptomatologie prononcée, c'était des gens qui étaient testés positifs. Et pendant donc le début de la pandémie, c'était ça. Donc les contacts, ce qu'on appelait les contacts, on essayait de les contrôler. Le contexte de cette action, de cette mission, c'était, vous savez, donc la pandémie mondiale a été déclarée pendant mars 2020. L'Europe commençait à trembler, les gens ne savaient pas, on savait pas, personne ne savait ce que c'est, comment ça va évoluer. On savait la pandémie, on parlait de la pandémie de la grippe espagnole, mais à part ça, on savait pas. Donc on croyait que les gens allaient mourir, allaient tomber dans les rues, etc. C'était vraiment ça. Personne ne savait comment ça allait évoluer. Donc l'Espagne, si vous souvenez, les images et les vidéos frappantes de l'Italie, des gens qui étaient dans les couloirs des hôpitaux, chez nous aussi donc dans les jardins des hôpitaux, etc. Donc ça a créé une certaine peur collective, une phobie, donc on savait pas. Mais parallèlement à ça, la plupart des gens étaient, donc ce n'était pas moi, c'est surtout le voisin qui est là, donc il y avait pas au Maroc une vraie peur collective. Il y avait quelque chose qui allait, mais on savait pas exactement comment la catégoriser.
Donc au Maroc, il y a eu donc un jour, on s'est dit que bon, on est dans la pandémie, il y a eu les premiers cas, Et donc pourquoi un hôpital de campagne? Parce que déjà à cette date, en avril, les hôpitaux, les lits d'hôpitaux, donc les lits d'hôpital qu'il y avait à Tanger étaient saturés. Il y avait plus où mettre les gens. Donc il y avait plus où mettre les gens. Et surtout, donc il y avait des lits, des lits d'hospitalisation conservés pour les gens très malades. Ça, il y avait encore. Mais pour les gens, on pouvait pas amener tous les positifs parce qu'il y en avait plusieurs, donc on pouvait pas les hospitaliser tous. Donc c'est pour ça que l'idée a été de constituer, de préparer une structure qui n'était pas un hôpital, mais une structure qui allait prendre en charge ces gens-là. Et donc c'est ce qui a fait que les autorités nous ont fait confiance en tant que médecins libéraux, donc les médecins libéraux de Tanger. Il y a eu un collectif qui a négocié ça avec, parce que si vous vous souvenez, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire. Donc est-ce que les cabinets vont ouvrir, fermer, les cliniques vont fermer ou non? Donc il y a eu tout ça. Et à un moment donné, l'idée est partie que bon, on va aider. Donc la médecine libérale va faire sa part, mais donc un autre concept. C'est pour ça qu'on a préparé cet hôpital de campagne dans un hôtel de la ville. Il y avait plusieurs options. On a donc l'option qui a été choisie était de l'hôtel Ahlan, et puis donc de l'hôtel Ahlan en tant que médecins libéraux. Après, il y a eu un autre hôtel qui a ouvert sur le même concept, mais géré par la santé publique. Donc il y a eu un collectif de médecins généralistes qui allait prendre en charge cet hôtel. J'ai été nommé ou j'ai été choisi comme gérant de cette structure. Il y avait donc tous les médecins. Il y avait une vingtaine de médecins généralistes qui étaient sur la liste de garde, une vingtaine de médecins généralistes et une vingtaine de paramédicaux. Donc hôtel Ahlan, si vous le connaissez, donc il a 105 chambres et 105 chambres disposées en nu sur deux étages. Ça, c'est important parce que ça va nous poser le problème de la logistique, comment faire les visites, comment faire les visites médicales pour tout le monde. L'organisation, c'était un hôpital, donc c'était un hôtel, mais qui devait marcher comme un hôpital. Donc, il y avait une question de donc la gestion administrative, la paperasse, comment préparer donc les admissions, les sorties, toute la paperasse. Il y avait la gestion hôtelière parce que ces gens-là qui allaient être hospitalisés ou hébergés, donc ils devaient manger, boire. Donc toute la vie de tous les jours. Donc on devait répartir les pax, les gens qui va dormir, donc qui va être dans cette aile, les femmes vont être avec les hommes ou non, avec leur famille ou non. Tout ça, c'était une gestion à trouver. En plus, il y avait la gestion de la sécurité. C'était donc un hôtel, donc il fallait sécuriser
Donc ne pas laisser ça, c'était un problème, ça nous a posé un problème. Les gens ne devaient pas sortir donc on devait sécuriser pour qu'ils ne sortent pas parce qu'ils étaient porteurs du virus. Donc ça aussi c'était un problème posé. Le problème du catering, de l'alimentation, comment les alimenter. Comment les alimenter, le problème de la propreté, donc de la propreté des habits, donc leurs habits, les draps, etc. Donc la première chose qui a été posée, c'est comment en faire un hôpital. Donc la première chose, c'est un circuit, ce qu'on appelle un circuit. Donc on devait avoir un circuit propre et un circuit infecté, un circuit sale. Donc premièrement, on devait, en tant que le personnel médical et paramédical, on devait vivre dans cet hôtel avec des malades. Donc, il devait y avoir une zone où on n'entre que habillé, mais en sortir aussi, on devait savoir comment sortir sans apporter le virus dans la zone où il y avait le corps médical. Donc la question des EPI c'était posée, donc et puis l'hygiène, donc les sacs, donc où mettre les habits, qui va s'occuper de ces habits sales, etc. Donc ça, depuis le début, il y a eu une formation. Donc on a formé les gens comment s'habiller, comment ne pas vraiment. Vous savez, maintenant on en parle un peu, c'est simple. Mais au début, on savait rien. Donc on savait pas si ce virus se transmettait seulement par la voie respiratoire ou par le toucher ou par. Donc vous savez, parmi les premières choses, c'est qu'on allait faire entrer dans la partie des malades des électrocardiographes, et donc on pensait qu'on va les détruire. Donc comment tout ça va être brûlé. Parce qu'au début, on savait pas, bien sûr, rien n'a été brûlé parce que par la suite, on a compris pendant les 2 mois qu'on est resté là, on s'est rendu compte que c'est pas vraiment l'animal qui va sauter, mais donc on a fait avec. Mais au début, on savait pas. Donc tout ce qui entrait, même les bonbons d'oxygène, on se disait comment on va les détruire, qui va s'en occuper, etc. Et donc on était tout le temps carapacé dans plein de choses. Une autre facette, c'est la facette de l'alimentation. Il y avait 200 de gens qui étaient hébergés. Comment les alimenter? C'était un problème épineux parce que il y avait donc le personnel médical devait passer de chambre en chambre pour donner les aliments. Et donc pour la tournée en premier, donc les premiers jours, la tournée durait 6 heures. La tournée, je vais en parler après. La tournée des médecins, donc la visite dans l'hôtel pour les malades durait 6 heures, une seule. Donc 6 heures le matin et 6 heures le soir. Et donc, si on commençait à répartir les repas à midi, donc le dernier, donc à 5 heures, c'était très difficile. Comment faire? Il n'y avait pas autre chose à faire. On devait leur donner à manger. Donc c'était un problème. On l'a résolu par la suite. Les repas étaient préparés par un traiteur. Que la wilaya s'est occupée. Donc la wilaya s'est occupée de toute la partie catering de l'hôtel. Donc il y avait toujours l'alimentation. Seulement on devait préparer les listes combien de repas. Donc je vous parle de ça parce que les professionnels de la restauration, ça c'est leur. Mais nous, en tant que médecins, on n'était pas très on devait le savoir, on devait faire avec.
Donc, comme je vous disais au début, donc les derniers repas étaient vraiment refroidis. Pour remédier à ça, on a acheté donc le collectif des médecins. C'était donc toute la gestion financière était faite par les médecins. C'est les médecins qui ont cotisé pour ça. Donc on a acheté des fours et on chauffait donc les repas. Donc les derniers repas, on les chauffait pour qu'ils n'arrivent pas froids. L'hygiène du site, ça aussi c'était la responsabilité d'une entreprise responsabilisée par la wilaya, une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets. Mais le problème, c'est que donc au début, les draps et tout ça, donc on allait les faire nettoyer par la société. Mais on s'est rendu compte que les gens, surtout les femmes, il y avait des familles, hein, c'est des femmes de la classe moyenne ou et qui ne voulaient pas laisser entrer donc qui voulaient faire eux-mêmes leur lessive, les draps, etc. Et donc on devait leur donner les détergents, les savons, etc. pour qu'ils fassent eux-mêmes le nettoyage de leur chambre. Surtout quand il y avait une femme avec 2 enfants ou un homme et une femme, etc. Bon, la répartition des chambres, ça aussi, c'était un problème qu'on a fait avec. Le circuit, donc une prise en charge Covid efficace mise en place selon les concepts du partenariat public-privé. Donc la protection civile, quand il y avait dans la ville une liste, donc les pouvoirs publics avaient une liste de positifs. Ils appelaient la protection civile. La protection civile devait savoir où les mettre. Elle nous appelait et nous disait vous aurez cette soirée 15 ou 20 ou 30 personnes. Donc, par téléphone, on appelait, on nous disait que vous allez avoir 30 personnes. Et donc, on devait préparer les 30 chambres. Les personnes ne venaient pas d'une fois, donc c'était l'ambulance qui apportait 2 par 2, par 3, par 4, par 5, quelquefois 5 par ambulance, et qui était amené à la porte de l'hôtel et entrait dans le circuit. Ça, donc une fois reçues, donc les personnes sont installées, donc selon donc leur âge, on essayait de mettre les gens de la même donc du même âge ou faire des enfants, même des enfants. On a eu des enfants de 14 ans, de 13 ans, de 10 ans, même de 10 ans seuls. Donc seuls, parce que en général les enfants seuls, c'était parce que leurs parents étaient dans des structures hospitalières, dans des hôpitaux, et donc ils restaient seuls à la maison et on les amenait. Et donc une personne de 10 ans, peut-être on la mettait avec des adultes ou des femmes pour que ça soit donc pour qu'il n'y ait pas de problème pour qu'ils soient bien protégés. Donc l'admission, c'était des gens apportés par l'ambulance. La première chose, on leur demandait, donc, on devait faire une anamnèse, donc, pour l'admission. On leur disait, par exemple, qu'est-ce que vous avez? La plupart des temps, c'est des gens qui n'avaient rien et qui étaient furieux d'être amenés parce que contre leur gré plutôt, bon, peut-être un peu contre leur gré, et c'était un problème donc agressivement, ils venaient des airs avec une certaine agressivité parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils sont là. Bon, ça passait rapidement en 2 jours, donc 48 heures déjà les symptômes commençaient parce que bon, au début c'était des simples positifs, mais les signes apparaissaient, donc dans les 2 jours apparaissait la fièvre et donc les gens se calmaient et comprenaient un peu le pourquoi du protocole. Donc, nous, au début, on devait les clientéliser, les calmer, leur expliquer le protocole, le fait d'être porteur d'un virus peut affecter la famille, etc., etc. C'était difficile parce que c'était des gens, et même c'était des gens, donc, qui étaient
qui venaient sans valise, sans habits, sans rien du tout. On les prenait. Il y a des gens même qui sont venus en pyjama. Donc, on tapait à la porte, flamme, et on les emmenait. C'est difficile pour eux, mais c'est difficile pour nous parce que c'est des gens, donc on sortait du statut de médecin et on entrait dans un statut d'agent pénitentiaire. Donc c'était un peu ça. C'est pas toujours ça, mais c'était un peu ça. Donc la prise en charge médicale, on devait les gens qu'on recevait, on devait leur faire un examen, un électrocardiogramme, voir leurs paramètres biologiques, leur faire un prélèvement de sang, tout ça. Au début, vous savez, donc on ne devait pas donner de l'hydroxychloroquine qui était le médicament du protocole, on ne devait pas le donner sans qu'il y ait un ECG qui permettait, donc qui nous disait que c'est possible. Donc, un peu pour vous mettre dans la situation, donc les malades ou les patients étaient dans l'hôtel, donc dans les chambres. L'électrocardiogramme, donc il y avait des chariots qu'on trimballait que les médecins et les infirmiers carapassaient dans leurs multiples blouses et donc sur bottes, sur chaussures, casque sur casque, etc. Et donc on trimballait les chariots. Il y avait des escaliers qu'on devait monter. Et puis on arrivait devant donc le malade pour lui faire. Donc là on était gantés pour leur faire un ECG. C'était pas très facile. Pour lire le CG, c'était impossible. C'était impossible parce que en plus, il y avait la buée, il y avait des médecins qui, quand ils enlevaient leur casque, et donc ils retournaient, épeurés, donc ne savaient pas s'ils ont pris quelque chose ou non, parce qu'ils ont eu le réflexe d'enlever le casque. Donc tout ça, c'est une médecine un peu de guerre qu'on avait appris sur le tas, et surtout rendre hommage à ces médecins qui ont, ces femmes et ces hommes qui ont voulu bénévolement faire ce travail-là. Et donc par la suite, à chaque fois qu'il y avait un problème, on trouvait une solution. Donc, par exemple, avant, donc les ECG et les bilans, donc on les laissait là, on les ramassait. Après, on les photographe. On a eu l'idée de les photographier par donc les smartphones. On avait des smartphones à l'intérieur, on photographiait. Et on envoyait par WhatsApp au coordinateur, et le coordinateur envoyait par exemple l'image de l'ECG, donc aux médecins cardiologues de garde. On avait eu aussi des médecins cardiologues qui nous lisaient les ECG sur place, donc instantanément, et qui nous rendaient leur verdict, donc bon ou pas bon. Donc ça, c'était une solution. Les smartphones, donc on photographiait, mais même avec les smartphones, c'était pas facile de photographier, d'envoyer ça. Et donc c'est un peu une médecine de guerre. Donc les consultations, l'auscultation, là on ne pouvait pas ausculter, c'était impossible d'ausculter parce que il y avait les casques, et donc on n'a pas ausculté. Il y avait pas moyen d'ausculter. Au moins au début, il y avait pas moyen d'ausculter les malades, donc on les faisait là, on faisait les ECG et donc surtout les pieds, c'était les pieds, vous savez, une petite anecdote, c'est les surchaussures qui glissaient, ils étaient en plastique sur les bottes, et donc ça glissait, et on est tout le temps en train de voir comment ne pas tomber.
La contrainte du temps, donc la contrainte comme je vous disais, là, il y avait la contrainte du temps, par exemple, il faut rapidement faire les choses en temps, et aussi il faut rapidement pour pouvoir faire les 200 patients dans la matinée et pour les refaire l'après-midi. La transmission, comme je vous disais, donc la transmission, on faisait des listes, on les photographiait, on les envoyait à la coordination. Et donc, c'était des choses écrites avec un style, donc écrites n'importe comment. C'était pas toujours lisible. C'est pas toujours lisible. Il y avait un problème de chambre, parce que les gens, bon, ils étaient listés à l'admission. Donc, Mohamed, chambre 15. Mais lui, il a trouvé son ami ou il s'est fait un ami à la chambre 17 ou au 102, dans notre aile. Mais pour nous, donc, nous, on devait savoir exactement comme il est, donc, où il est. Donc, il est à chambre 15. J'envoie l'infirmier à chambre 15 qui doit le trouver, envoyer les données du chambre 15 alors qu'on ne le trouvait pas. Impossible à trouver. Donc il fallait faire toute une stratégie pour savoir où est le 15, donc où était le 15, et personne ne le savait parce que c'est des gens qui sont là, qui ne se connaissent pas. Donc aujourd'hui il vient, donc impossible de savoir où il est. Et donc il y avait toujours la recherche de l'innovation, la plus grande. Donc ce qui nous a sauvé un peu, c'est qu'on a préparé, équipé une infirmerie donc on a trouvé une chambre vide et on l'a équipée en infirmerie. Et donc au lieu de faire les 6 heures de la visite médicale qui durait 6 heures, parce que donc les deux médecins, il y avait 2 équipes, donc une équipe en étage et une équipe au rez-de-chaussée qui faisait donc le porte-à-porte et donc malade par malade. Donc maintenant, quand on a fait une infirmerie, les gens allaient, donc les gens qui pouvaient, ceux qui ne pouvaient pas, on allait les voir. Mais ceux qui pouvaient, la majorité qui pouvaient, venaient dans l'infirmerie, donc c'était bien illuminé, donc éclairé, on faisait les prélèvements, les ECG et tout ça, et donc il restait. Donc c'était une façon on a trouvé une solution pour le temps, donc pour gagner du temps. Et surtout, donc au début, les autorités nous avaient dit de laisser les portes fermées. Donc, les chambres devaient rester fermées. C'est des chambres, donc, c'est des chambres d'hôtel qui avaient les portes-fenêtres, donc les portes-fenêtres. Il y avait la porte. Et la porte-fenêtre donnait sur le jardin, sur la piscine. Et on devait laisser les portes-fenêtres qui avaient vue sur la piscine fermées. Parce que, problème de contamination de l'air, mais ça, donc on en parlait, donc c'était comme ça et pas autrement. C'était comme ça et pas autrement. Ça aussi, on l'a enlevé, on l'a supprimé parce qu'il était, vous vous rendez compte, c'est des gens qui sont amenés parce ils sont pas très malades. Ils ne sont pas très malades. 1. 2. Ce n'est pas, donc ils n'ont pas l'habitude de vivre dans un hôtel. Ils ont l'habitude, même dans leur berraka, mais c'est pas pas leur façon de vivre. Donc, et les obliger à vivre dans les 3 mètres carrés, les 5 mètres carrés, c'était impossible. C'était aussi une question de psychologie. Donc, ça allait les rendre plus malades que le virus. C'était pas, donc on a fait contre ça. Donc, on a ouvert les portes et les fenêtres, on a illuminé. C'était très bien parce que les gens commençaient à vivre un peu mieux leur captivité, peut-être pas captivité, mais donc leur isolement.
Et donc on sortait, donc ça a créé un micro système, un petit quartier covidien dans un hôtel. Donc donc les enfants jouaient entre eux, il y avait des parties de cartes, des jogging, donc c'était très bien. C'était comme ça, c'était très bien. Bien sûr, les autorités même sanitaires nous avaient dit que c'est la cause, parce que au début, on a eu un retard de négativité des tests. On a vu des tests vous savez, on faisait 3 tests au début. On faisait des tests PCR pour pouvoir dire qu'ils sont guéris. Maintenant, après on l'a plus fait. On l'a plus fait. Mais au début, on faisait des tests pour savoir. Donc le premier test devait être positif et on devait avoir 2 tests successifs négatifs pour pouvoir dire que la personne est guérie. Et donc, les responsables de la santé publique nous disaient que notre problème, c'est que les gens étaient beaucoup entre eux et c'est pour ça que ça retardait la négativité. Bien sûr, rapidement on a eu beaucoup de négatifs et donc l'idée ce n'était pas parce que ils étaient donc en communauté que ça allait retarder leur guérison, leur négativité. Donc c'était tout simplement un quartier résidentiel avec des gens des femmes qui parlaient entre eux, de parties de cartes, tout ça. Donc il y a bien sûr il y a des éléments. Par exemple, on avait parmi les personnes positives, on avait des agents de la prison, des agents de l'administration pénitentiaire, une quinzaine, qui nous a beaucoup aidés parce que c'est sur eux on les a responsabilisés pour la sécurité et il y a eu des essais des essais de deal, qui vendaient de chicha binatom. Il y avait des problèmes de hommes-femmes, il y avait tout ça parce que, vous savez, l'hôtel est fermé, donc il y avait personne pour les garder. C'était un problème, mais on a eu recours à ces personnes qui nous ont aidés à sécuriser les gens, à bien savoir ce qui se passe. Et puis, étant donné que c'est des gens qu'on a obligés à venir, ils se sentaient dans leurs droits quand ils nous demandaient du chocolat, un pince ou un sèche-cheveux ils devaient y crier pour ça, ils devaient avoir un sèche-cheveux parce qu'elle a fait sa douche et elle n'a pas comment. Donc tout ça on a fait avec parce que il y a aussi les autorités qui nous ont qui étaient là pour ne pas avoir on ne devait pas avoir de problème. Si elle demande le sèche-cheveux, on lui apporte le sèche-cheveux. Aussi, par exemple, le lait, un bébé qui avait besoin du lait je crois, 10h ou 11h du soir, qui était venu, elle n'avait pas apporté de lait, il devait avoir son lait. Et donc, j'ai posé ça sur le WhatsApp et rapidement, une collègue a été voir la pharmacie de garde, nous a apporté le lait. Donc, c'était vraiment ça. Ça faisait chaud au cœur parce que c'est ça qui nous a permis de continuer, de ne pas, il y avait vraiment réponse à tout. Les médecins étaient là, c'était, bien sûr, c'était le centre, c'était notre cabinet à tous et tout le monde faisait de son mieux pour que ça réussisse. Donc la piscine, une anecdote. Un jour, on était en réunion de staff et quelqu'un a vu sur smartphone une vidéo de quelqu'un qui nageait, donc des enfants qui nageaient dans la piscine. On a vu ça donc c'était tout le monde entier, ça fait rapidement, il y avait vraiment rapidement, on a su que la wilaya nous a appelé pour nous dire qu'est-ce qui se passe chez vous.
On était en stade, donc on s'est rendu compte que des enfants ont sauté, pas bien, ont sauté. Et c'était un problème parce qu'ils pouvaient se noyer. C'était un problème grave. Et, contaminer la piscine aussi. Mais c'est surtout donc et on a fermé donc le même jour l'eau n'était pas traitée, mais c'est des enfants, pour eux c'est une piscine, hein, c'est une piscine et donc ils ont sauté. Ça, c'est une anecdote aussi pour la communication. Il y avait une super communication. Tout le monde était à l'affût de n'importe quel, affolé. On a fermé sur le champ. Hein. On a reçu pour fermer la piscine. Donc il n'y avait pas eu de piscine. Heureusement qu'on a. Bon. Comment? Oui, la vider, mais c'était plus difficile. Pour la vider, on a calculé qu'il fallait 2 heures et tout ça, et puis l'eau contaminée, tout ça. Et puis les gens pouvaient sauter, donc on a encerclé, donc on a encerclé, voilà. Donc on a encerclé, on a boosté la surveillance un peu, donc. Et puis on a parlé avec les gens, donc les grandes personnes devaient aussi avoir sous l'œil les enfants. Donc ça aussi c'était leur. On a un peu responsabilisé tout le monde pour que ça ne se répète pas. Donc ça c'était une angoisse sécuritaire. On avait de là, on avait encore, donc il y avait le virus, il y avait toute la partie médicale, mais aussi la partie sécuritaire. Que attention, si on a un problème, il y a eu un jeune qui voulait partir par le toit et donc sauter pour ça, parce que le même jour il y a eu un fugitif de l'hôpital Duc d'Otovar, qu'on a retrouvé 24 heures après dans le Rif. Donc il s'est faufilé, il est parti. Donc on avait encore plus peur d'avoir un problème de fuite. Pour vous dire, donc le bénévolat et les dons, les médecins ont donné, parce que on avait des enfants, beaucoup d'enfants. Et les médecins ont fait une collecte, donc on a amené des jeux qu'on a répartis, et c'était vraiment super, parce que tous les enfants qui étaient hospitalisés ont reçu des dons, ont reçu des jouets, et c'était encore un plus pour la collectivité. Bon, le traitement, il y avait deux types de. Donc les médicaments, on avait les médicaments du protocole national que la santé publique on avait la dotation de la santé publique avec la chloroquine, donc le plaquenil, donc la vitamine C, le zinc, etc. Et on avait les médicaments de soutien pour les trucs symptomatiques que les médecins nous apportaient. Donc c'était des dons de médecins, de pharmaciens, de biologistes, etc. On avait de tout. On n'avait pas besoin, donc même les laboratoires ont collaboré à ce stock de médicaments. Donc on a suivi le protocole national, donc la chloroquine, la vitamine C. Il n'y avait pas encore l'Ovenox à cette heure. C'est pour le rappeler. On n'a pas eu, donc en avril-mai, c'était pas encore question d'anticoagulation. Donc c'est pas. C'est pour dire, il y a eu une évolution partout. Et donc pendant les 2 mois de notre mission à Hôtel Ahlan, on n'a pas eu
On n'a pas eu de problèmes médicaux. Donc, le seul problème, un transfert d'un BPC, donc d'un PPCO, un malade qui était fumeur et qui a eu une petite détresse respiratoire, qu'on a envoyé pendant 2 jours en réanimation et qui est revenu de suite. Donc, on n'a pas eu de transfert vers la réanimation. Alors que 4 ou 5 mois après la forêt diplomatique, ça j'en parlerai, ça c'était autre chose, on transférait chaque jour des gens, c'était le même concept, c'était donc la forêt diplomatique, on avait 1500, 2000 personnes, et donc c'est des positifs, mais en août 2020, les gens étaient plus malades qu'en avril, en mars-avril. Ça, c'est pour donc c'est autre. On avait des transferts quotidiens vers les structures conventionnelles. Donc ça, c'est un aperçu des résultats PCR et le suivi des patients. Donc chaque jour, on devait faire les PCR donc des gens à 7, donc J7, J9, donc c'est vraiment une gestion ponctuelle des analyses PCR. Et on devait transmettre ça aux autorités. Il y avait une liste presque infinie de gens à qui on devait envoyer les listes journalières des gens qui entraient, qui sortaient, qui étaient à J9, à J7. Bien sûr, ça c'était surtout pour gérer la ville, pour gérer les places d'hospitalisation dans la ville. Donc c'est une communication institutionnelle qu'on a dû mettre en place. On devait chaque jour dire, surtout le J9, combien nous avons de J9, combien de gens sont arrivés au 9e jour, au 10e jour, combien on va avoir de sortants dans la semaine, etc. Bon. On avait aussi notre petite communauté, donc on vivait en communauté fermée. Moi, pendant les 2 mois à Hôtel Alain, je suis pas allé chez moi. Donc et tout le monde, le personnel, tout le personnel médical et paramédical est resté 2 mois dans l'hôtel. Donc on a dû trouver le coiffeur qui venait nous coiffer, et donc les anniversaires qui se faisaient sur place, et donc c'était sympa. Il y avait des moments de bonheur collectif. Et puis les sorties, quand on avait les sorties, c'était un peu la fête, parce que sortie, ça veut dire que c'est terminé pour une partie de gens. Donc les sorties, plus il y avait de sorties, plus on était content. La première sortie a été communiquée, donc médiatisée, etc. Donc à la sortie, on faisait une petite formation aux gens, comment ne pas contaminer, comment ne pas se contaminer, comment faire après. Donc les statistiques, donc on a eu 270 patients admis au Hôtel Alain. La première admission était le 23 avril et la dernière admission le 17 mai. Donc la durée moyenne c'était 19 jours. Donc 19 jours que les gens restaient à l'hôtel. Bien sûr, il y avait des gens qui restaient 30 jours, il y avait d'autres qui restaient 12 jours. Mais la moyenne, c'est 19 jours. C'est 2 semaines. 2 semaines, c'est une moyenne statistique. Le nombre total d'hospitalisations qu'on a eu, c'est 5438 à l'hôtel. Et donc, le nombre de lits de l'hôtel, c'était 112, mais après on a donc les salles les réfectoires, les salles, on a aménagé d'autres espaces pour pouvoir gérer les admissions.
Intéressant, donc le sexe, c'est 61% de femmes et 39% d'hommes. C'est peut-être insignifiant, mais c'est là. Et l'âge, c'était donc le plus petit, c'était 6 mois, et le plus âgé, c'était 83 ans. Les tranches d'âge, c'était donc c'est statistique parce que ce n'est pas c'est un échantillon très petit et c'est pas très dit, c'est pas parlant. Donc c'est une mission qui a été une réussite de la collaboration publique-privée. Donc les secteurs publics-privés, on était un secteur privé et on a collaboré dans une action de santé publique. Donc vraiment, ça peut se faire. Le partenariat public-privé est une affaire d'organisation et de coordination. Ça peut se faire très facilement. Et puis ça reprend. Donc Ahlan Kammelna, et ça reprend rapidement. Il y a eu la deuxième pendant donc 3-4 mois, on s'est dit que bon, ça y est, c'est terminé l'hôpital. Puis on m'a appelé pour parce que le nombre était encore en août, le nombre a flambé et on devait flambé plus que pendant le mars, pendant le printemps, et donc on devait organiser autre chose. C'était pas l'hôtel, mais c'était un camp, donc un camp de vacances sur le Rabat Diplomatia. C'est un autre concept. C'est un autre concept parce que c'est des petites, c'est des modules, c'est des petites maisons, c'est des maisonnettes et des pavillons. C'est des pavillons éparpillés dans la forêt. La première chose, quand je suis allé la première fois, la première peur, je me suis dit que qu'est-ce qu'on va faire avec les serpents et les scorpions. Donc c'était en plein été et vraiment donc il y avait c'était la forêt et une forêt délaissée parce que ça faisait longtemps que le camp n'a pas été ouvert et donc le premier danger c'était les insectes. Mais en 24 heures, il a été transformé en jardin impeccable. Donc, vraiment un travail jour et donc c'est comme ça quand on veut faire ça se fait hein, vraiment au début c'était quelque chose de mais ça s'est fait. Gire, tout a été repeint, tout a été donc les lits jabouhum marafmen, donc tout a été très rapidement organisé. Il y avait les médecins, donc j'étais le responsable du site en tant que médecin généraliste libéral, et on a eu l'aide du Croissant Rouge marocain, les paramédicaux du Croissant Rouge marocain. Donc il y avait une quarantaine de personnels du Croissant Rouge marocain. Donc un staff complet. Donc comme vous voyez, donc c'est des pavillons éparpillés en bloc et il y a des pavillons de 44 lits, de 90 lits, de 66 lits. Donc chaque pavillon a eu ses particularités. Et donc là, puisque j'avais donc l'expérience d'Hélène, on n'a pas eu. La première chose, c'est que donc on a constitué l'infirmerie de la structure. Et donc, comme je vous disais, c'est des lits qu'on a amenés de partout. Et en plus des pavillons qui étaient en dur, les autorités ont construit 2 chapiteaux de 1000 personnes chacun. Donc, vraiment des structures qui ont été montées rapidement en 3 jours, des structures avec leurs draps, leurs tous, donc même les couleurs différentes, vraiment c'était sympa, c'était très efficace.
Donc c'est des chapiteaux faits pour ça. On dirait donc, mais à mon souvenir, il n'y a pas eu avant d'action comme ça. Mais l'expérience était là, peut-être pour autre chose, mais l'expérience était là. Il y avait tout. Donc des lits avec leur coin santé, donc toilettes, l'eau et tout ça, donc climatisé, tout avec les tables de cheville, tout ça, rapidement ça a été fait. Et donc c'est le même circuit. On a séparé la structure en partie propre et en partie sale. L'infirmerie, donc la patientèle n'était pas la même. Donc il y avait des gens positifs, mais des gens malades. On a eu des gens malades. Et à un moment donné, on ne trouvait plus de place pour les soins intensifs en ville, et on a eu donc on était obligé de transformer des lits en forêt à des lits de soins intensifs avec l'oxygène. On a eu des bouteilles, on a eu apporté des bouteilles d'oxygène et on a transformé des lits donc en unités de soins intensifs avec tout ça. Donc les gens étaient perfusés, oxygénés en forêt dans un camp de vacances. Donc, ça, vous savez, c'est des unités de fortune. Donc, c'est des unités de soins de fortune, mais qui fonctionnaient bien. Donc, tout ça, donc c'est la même. Il y a eu aussi des moments de vie commune, communautaire. Les sorties étaient médiatisées. La sortie numéro 1000 a été donc pour nous une fête. Le numéro 1000 qui sortait de l'hôpital. Il y a eu un problème de feu à côté donc c'était la panique. Et puis donc ça c'était la troisième et quatrième après. Ok, merci pour m'avoir supporté. Merci. Merci, docteur El Kahloun, donc pour cette excellente présentation. Et au nom de MG Maroc et MG Maroc Junior, donc on vous remercie ainsi que tous les médecins pour votre travail humanitaire, pour cette belle initiative. Donc faute de temps, nous allons pas prendre des questions. Donc nous avons un petit présent donc pour vous remercier. Merci.